Bienvenue à cette édition spéciale de À télécharger. Je m'appelle Dave Richardson et je suis en compagnie de Stu Cadwell pour les jeudis de Stu. Ne vous étonnez pas si c'est la première fois que vous nous voyez côte à côte. Beaucoup de gens pensent qu'on ne se parle jamais. En fait, nous sommes à un étage l'un de l'autre à Toronto, mais on se voit très rarement, alors on s'est dit qu'on viendrait à Londres, en Angleterre, pour pouvoir enfin se rencontrer. Il s'agit de la deuxième de deux éditions spéciales que nous consacrons à l'annonce par le président américain Donald Trump de l'application de droits de douane à 180 pays différents. Si vous voulez en savoir plus sur l'impact économique ou sur ce que Éric Lasselle, notre économiste en chef, pense de l'annonce d'hier et de ses conséquences, n'hésitez pas à écouter cette autre édition spéciale. En fait, si vous vous abonnez, vous la recevrez automatiquement. Mais Eric a beaucoup parlé de l'idée qu'avec tout ce qui se passe autour des tarifs douaniers depuis l'élection de Trump, tout au long de la campagne où il a parlé de tarifs douaniers, il n'y avait rien de vraiment prévisible dans tout cela. Encore une fois, ce fut une surprise, mais on pouvait en fait revenir en arrière et examiner les pays et leurs relations commerciales spécifiques avec les États-Unis. On aurait presque pu calculer où ces droits de douane allaient être appliqués. Bien sûr, il s'agit de l'annonce initiale. Comme beaucoup d'annonces concernant les droits de douane, il se peut que ce ne soit pas la fin de l'histoire. En fait, il pourrait s'agir d'un coup d'éclat initial. Il pourrait s'agir de la première annonce, puis on verra à partir de là. Nous allons aborder ce sujet avec Stu aujourd'hui, mais l'une des surprises a été de voir comment le Mexique et notre cher Canada ont été épargnés et Eric en explique quelques-unes des raisons. Je vous encourage à l'écouter. Mais parlons maintenant avec Stu, qui est responsable des actions mondiales chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Nous aimons toujours avoir le point de vue de Stu, ce qu'il fait en tant que gestionnaire de portefeuille, ou la façon dont il réfléchit à l'impact de ses annonces sur la prise de décision et l'analyse de scénarios qu'il fait en tant que gestionnaire de portefeuille, et sur la façon dont vous, en tant qu'investisseur, que vous investissiez par l'intermédiaire de quelqu'un comme Stu, ou que vous le fassiez par vous-même, vous digérez ces informations et vous y réagissez. Alors Stu, que pensez-vous de l'annonce d'hier? Merci Dave. Disons que c'était différent de ce que les gens pensaient. Nous avons écouté la conférence de presse hier soir. C'était vraiment inusité, disons-le. La manière dont les droits de douane ont été calculés a quelque peu surpris dans certains des pays touchés, et en particulier l'impact sur certains stocks de consommateurs américains qui importent de ces pays. Deuxième chose, c'est le niveau d'exonération. Il y a un point d'interrogation, c'est sûr, à ce sujet. Ainsi, selon l'interprétation que l'on en fait, un tiers des importations américaines pourraient être exemptées des droits de douane. Cette liste va-t-elle s'allonger? Pour répondre à votre question, s'agit-il de la première salve? Y a-t-il une escalade à prévoir? Ou bien c'est le début des négociations? Deuxièmement, toutes les discussions sur les tarifs douaniers avaient d'abord renforcé le dollar américain et aujourd'hui, il est faible. C'est un grand changement et je pense qu'il y a une valeur fondamentale et un flux de capitaux à court terme. Et avec la faiblesse actuelle du marché américain, du dollar américain, pour un détenteur d'actions non américain, le déclin est amplifié. Et cela peut contribuer au désendettement, rester attentif aux fluctuations des devises. Nous avons examiné l'obligation à 10 ans. Si la situation est négative pour l'économie, le rendement à 10 ans est en baisse. Les obligations ont donc augmenté, mais peut-être pas autant que vous l'auriez pensé autrement. Vous avez pris note de ces deux éléments avant l'ouverture du marché. Ensuite, ce que vous essayez de faire à l'ouverture du marché, c'est que vous savez que les secteurs du marché qui sont un peu plus sensibles à l'économie vont être touchés plus durement parce que le marché essaie d'évaluer l'éventualité d'un ralentissement des bénéfices.
Il faut donc rester vigilant. Beaucoup de gens aiment regarder la première demi-heure de transaction et voir si nous avons atteint un nouveau bas. Il s'agit là d'éléments qui interviennent au cours de la journée. Deuxièmement, certains secteurs du marché considérés comme défensifs commencent la journée par une hausse. Et je pense qu'au sein d'un portefeuille, nous n'achetons pas souvent un titre défensif qui a déjà une valorisation élevée en raison d'un ralentissement. Et puis, pour répondre à votre question, le Canada s'est mieux comporté parmi les valeurs nationales. Certaines de nos banques sont plus performantes que les banques américaines. Lorsque vous entrez dans les scénarios, ce n'est pas une nouvelle analyse, c'est un rafraîchissement. Nous avons tenu une réunion de l'équipe à 8 heures ce matin pour passer en revue tous les secteurs et voir quelles pourraient être les implications possibles et quels scénarios nous devons actualiser et bien connaître. Ensuite, on essaie de trouver des actions qui se rapprochent de ce scénario baissier. Nous trouvons des titres qui s'en rapprochent. Le marché dans son ensemble est un peu plus difficile car même si les estimations baissent, elles sont très sensibles à la croissance réelle de l'économie. Or, les tarifs douaniers laissent entrevoir la possibilité d'une croissance économique plus faible. Il faut revoir certaines des hypothèses concernant le marché en général. Cela dit, en cas de faiblesse qui perdure, nous avions indiqué la dernière fois que la qualité de la reprise n'était pas vraiment excellente, mais nous nous trouvons maintenant à de nouveaux bas et nous essayons de faire de cette volatilité l'ami de l'investisseur à long terme, ce qui est toujours ce que nous essayons de faire en bout de ligne. Oui, c'est vrai. Nous avons parlé de deux ou trois choses. J'étais dans votre bureau tout à l'heure et nous avons cherché à savoir si nous avions atteint le prochain plancher. Et quand j'ai parlé du bazooka tout à l'heure, nous en avons parlé, c'est la première salve, mais on pourrait penser que ce que l'on pense ne finit parfois pas par se réaliser, mais ça commence très fort. C'est du moins la tactique de négociation qu'il a utilisée sur un certain nombre de fronts au cours de ses années de vie publique. Sommes-nous en présence du pire? Nous avons parlé du fait que lorsque les choses vont très mal, il n'y a qu'une seule direction qu'elles peuvent prendre. Oui, elles peuvent être encore mauvaises, mais pas autant. Et chaque ajustement peut aider à calmer les choses. En fait, diriez-vous que nous avons plus de certitude sur le marché après ces annonces, parce qu'elles nous aident à comprendre une partie de la réflexion autour des droits de douane, ou sommes-nous toujours dans l'incertitude dans une large mesure? Il y a plus de certitude parce qu'il a détaillé le mécanisme, qui était un peu différent de ce que l'on pensait. Mais il reste bien sûr l'incertitude de ce qui nous attend de façon générale. Certains économistes affirment que l'impact pourrait être de l'ordre de 13%. Pour l'instant, le tiers des produits exemptés est en fait des produits pharmaceutiques, peut-être les semi-conducteurs. Beaucoup de gens ont parlé d'un impact de 10 à 15%. Sans les exemptions, l'impact serait plus proche de 18%. Certains ont même fait des estimations plus élevées. Alors ce n'est pas si facile d'y voir plus clair. La question que vous posez à propos des négociations est de savoir si la liste des exonérations ou des pays exonérés va s'allonger. C'est une question à laquelle nous devons être attentifs et dans le domaine qui nous intéresse le plus, il y a de nombreuses entreprises américaines de consommation qui importent des produits d'Asie. Certains d'entre eux seront-ils exemptés? Ce sont ces cours d'action qui ont le plus souffert aujourd'hui. Nous devons être attentifs à cela. La faiblesse des matières premières s'accompagne d'une croissance mondiale plus faible. C'est plus facile à comprendre, car on peut réajuster le nouveau niveau de croissance et dire que c'est le prix des matières premières qu'il supportera dans cet environnement. Et nous pouvons examiner les actions sur cette base.
L'autre chose, c'est que beaucoup d'entreprises de matières premières ont des bilans meilleurs que ceux qu'elles ont pu avoir dans des cycles similaires. C'est également un point positif. Mais je reviendrai sur les mouvements du marché des devises que nous avons observés. Je pense qu'ils sont le signe de l'incertitude qui règne en ce moment. Si nous avions tout réglé, je ne suis pas sûr que les marchés des devises auraient évolué de la même manière. L'environnement sera donc très actif pour l'analyse dans les jours et les semaines à venir. Et en raison de cette incertitude, prenez-vous des mesures particulières? Ou, comme vous l'avez dit, s'agit d'un mouvement vers un type d'action défensive, mais vous avez vu la valorisation de ces actions défensives augmenter de sorte qu'elles ne sont plus aussi attrayantes, voire inintéressantes. Ce n'est donc pas un endroit où vous voulez vous réfugier à ce stade-ci, mais y a-t-il un endroit où vous cherchez des opportunités ou est-ce un jour où vous voulez simplement vous asseoir et analyser ce qui se passe et peut-être y regarder un peu plus tard? Oui, deux ou trois choses auxquelles nous pensons dans le portefeuille d'actions. Nous avons un peu de liquidité, alors nous mettons ces liquidités au travail. Deuxième chose, nous avons beaucoup de titres défensifs. L'écart et la valorisation entre les valeurs défensives et les valeurs plus cycliques sont-ils trop importants? Nous avons un horizon temporel, devrions-nous agir en conséquence? Ensuite, au sein d'un même secteur, on examine souvent deux valeurs défensives ou deux valeurs plus cycliques qui réagissent aujourd'hui différemment de ce que l'on aurait pu penser. Et il y a peut-être là une opportunité à saisir. Ce sont là les trois principales décisions, les catégories de décisions que vous prenez dans le portefeuille. Ensuite, sur le plan de la répartition d'actifs, vous observez évidemment l'évolution du marché obligataire. Avec une journée comme aujourd'hui, alors que le marché des actions se replie, les obligations se redressent. Alors, voulons-nous procéder à un rééquilibrage sur ce front? Il s'agit davantage d'une décision de répartition d'actifs à prendre aujourd'hui. Je dirais que dans cet environnement, votre processus de réflexion est très fluide et qu'il s'agit d'une période d'activité. C'est un jour où vous et l'équipe êtes relativement actifs, en travaillant, en analysant, en faisant des calculs, en compilant des chiffres, mais aussi en agissant sur le marché. Oui, c'est vrai, je m'attends à ce que cela continue. Pour en revenir à la qualité de la récente reprise, je pense que la volatilité devrait rester un peu plus élevée et que l'activité devrait par conséquent rester plus importante. On ne se rend pas au travail chaque matin en se disant qu'il faut changer son portefeuille, mais les pièces du puzzle ont changé et c'est parfois important pour un jour comme aujourd'hui. Il est probable que vous fassiez des changements qui, selon vous, améliorent les chances de réussite à long terme. C'est vrai, il y a quelques points qui ressortent de tout cela dans une journée comme aujourd'hui. Je suis dans le métier depuis longtemps, mais c'est vrai que je n'ai pas souvent l'occasion d'arpenter le parquet. Et quand j'y suis, je ne cherche rien de bien spécifique, mais je cherche plutôt à saisir le ton ou l'ambiance qui y règne. Je cherche à comprendre comment se portent les gestionnaires de placement, à quoi ressemblent leurs émotions, et tout ça me rappelle quand je conseillais les clients il y a de nombreuses années. Et en fait, je suis toujours en contact avec les clients et les conseillers de temps en temps, mais cette fois, l'environnement était très calme. Les gens travaillent fort, vous l'avez dit, parce que l'activité est là, mais il n'y a pas d'émotion dans le calcul. On se contente de dire voilà ce qui s'est passé, il faut recalibrer, il se peut que nous devions repositionner certaines choses, mais il s'agit avant tout de savoir où se trouvent les opportunités, pas de se dire qu'il faut sortir de ce secteur parce qu'il a baissé de 5%. Il s'agit plutôt de se demander si ce titre doit être conservé ou s'il va continuer à baisser. Si ce n'est pas le cas, nous pourrions le conserver. Il se peut même qu'on y ajoute quelque chose. Mais c'est incroyable. C'est ce que j'aimerais que la plupart des investisseurs puissent voir. Simplement le comportement et la personnalité, la façon dont les gestionnaires de placement réagissent. Et vous pouvez le voir avec Stu. Regardez-le, il ne réagit même pas. J'essaie de le faire réagir de temps en temps, mais je n'y parviens pas. C'est incroyable. C'est comme ça que vous êtes dans le feu de l'action. Oui, et c'est très itératif.
vous savez que ce sera itératif. Et en fin de compte, il y aura des opportunités qui vont s'en dégager. Il y a des moments où l'on s'efforce de saisir la dernière partie d'un mouvement, et il y a d'autres moments où l'on doit se demander où se trouve le début du prochain grand mouvement. Alors, lorsque vous prenez des décisions, vous devez être honnête avec vous-même. Lequel des deux suis-je en train de suivre? Si je fais quelque chose à plus court terme, alors je dois avoir un cahier des charges différent. Mais nous avons vu l'incertitude augmenter, le prix des actions a changé, nous n'avons pas encore vu un changement de valorisation à la hauteur de cette nouvelle incertitude. Mais l'augmentation de l'incertitude et l'amélioration de la valorisation sont des éléments sur lesquels nous voulons éventuellement nous appuyer. Oui, c'est vrai. Quant à l'investisseur professionnel, il est plus actif. Nous avons évoqué l'idée d'une plus grande volatilité cette année. C'est un autre exemple de ce qui se passe et nous l'avons constaté au cours des 3 premiers mois de l'année. Nous avons parlé du portefeuille et de l'importance que les obligations pourraient jouer en tant que contrepoids ou assurance contre la volatilité ou la baisse des actions. Et encore une fois, ce niveau d'activité pour vous, avec un groupe d'investisseurs professionnels, et vous gérez de gros portefeuilles, différentes actions, différents titres obligataires, mais pour un investisseur individuel à la maison qui utilise peut-être l'un des fonds d'investissement que vous gérez ou qui utilise une solution de portefeuille que Sarah Riopel gère et dont elle a parlé sur ce plateau, l'investisseur qui économise pour sa retraite dans 20 ans, doit-il penser de la même façon? Ben, je pense que oui. Ce que nous savons, c'est que la croissance des bénéfices à long terme n'est pas très volatile, mais que le prix des actions peut l'être à tout moment. Nous sommes donc à l'affût. Comment nous attacher à une croissance des bénéfices à long terme encore meilleure qui finira par se frayer un chemin dans tout ça? Pour les entreprises, les tarifs douaniers entraîneront une restructuration, mais les équipes de direction qui ont les mêmes discussions et les mêmes questions que vous posez poursuivent leurs activités et élaborent de nouveaux plans. C'est l'option qui s'offre à l'investisseur en capital, en particulier au milieu d'une période préoccupante. Les entreprises trouveront de nouveaux moyens de gagner de l'argent, de nouveaux marchés, de réorienter leurs activités. Et alors, vous avez une stratégie en tête que vous recommandez peut-être depuis un certain temps et dont vous pouvez dire, je vous l'avais bien dit. Oui, évidemment, le champion des placements échelonnés, il est à Toronto, il est à Londres, il est partout. Oui, il est très populaire ici à Londres, je vous ai vu courir tout à l'heure près du Palais Royal. Mais je continue de penser que c'est la façon d'aborder cet environnement où la valorisation s'améliore. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'un marché au rabais ou bon marché où l'on éliminerait les placements échelonnés. Dans un environnement comme celui-ci, on ne sait jamais quelle est la nouvelle qui fera basculer le sentiment dans l'autre sens. Alors, les placements échelonnés permettent simplement de vite régler cette question, si vous voulez. Oui, c'est vrai. Un autre élément que je voulais souligner, et soit dit en passant, ma femme ne comprend pas très bien les fuseaux horaires. Je suis à Londres et elle m'appelle à 2 heures du matin pour me réveiller. Mais les gens qui comprennent les fuseaux horaires auront compris que si vous étiez en réunion à 8 heures ce matin, il était 3 heures du matin à Toronto. Si vous n'étiez pas ici à Londres, alors tous vos collègues étaient debout à 3 heures. Et en passant, vous avez des collègues en Asie qui se sont levés encore plusieurs heures plus tôt. C'est pourquoi vous avez des moments comme celui-ci où vous devez être actif, où vous avez besoin de quelqu'un qui s'occupe de votre portefeuille. Et toutes les choses dont nous avons parlé, la façon dont le gestionnaire de placement professionnel agit en action, nous avons essayé de vous montrer à travers Stu et d'autres au cours des dernières années l'avantage de la gestion de placement professionnel. Pour moi, il brille en particulier dans un jour comme celui-ci. Je l'espère. Oh, vous l'espérez. Vous savez, en passant beaucoup de temps avec des gestionnaires de placement,
L'un des grands privilèges que j'ai, c'est que je vois les meilleurs, bien sûr, et qu'en plus de ne pas être émotifs, en plus d'être de véritables cliniciens, ils sont aussi très modestes et comprennent que c'est une chose très difficile à faire. Alors, vous n'êtes pas parfait, mais si l'on s'y prend bien, on peut vraiment apporter beaucoup de valeur ajoutée. Alors, quoi qu'il en soit, Stu, je sais que vous êtes très occupé aujourd'hui, alors merci d'être venu et d'avoir participé à cet enregistrement. Très bien, merci Dave. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.